je demande aux gens pourquoi le problème des changements climatiques leur paraît sans issue, leur réponse se résume souvent en un seul nom, la Chine. Mais cette perception est-elle juste? Lors de mon premier voyage en Chine, j'ai plutôt constaté que l'économie qui connaît la croissance la plus rapide au monde étouffait littéralement. Là aussi, le discours sur notre domination de la nature se révèle un leurre. On voit toujours la Chine comme une puissance économique émergente et comme le principal émetteur de gaz carbonique. Une économie qui consomme de plus en plus de ressources et qui mange de plus en plus de viande. On voit la Chine comme une espèce de machine dévorante. C'est facile pour les responsables politiques ou les experts de dire que la Chine doit croître, que la Chine doit devenir plus forte. Auparavant, les enjeux environnementaux paraissaient secondaires. On se disait on s'en préoccupera quand on sera assez riche pour le faire. Puis, il y a eu ce tournant historique. Un épisode de smog catastrophique. Ça a complètement changé le contexte des débats sur l'environnement en Chine. 你见过真正的星星吗？没有，你见过蓝颜色的天吗？见过蓝一点的，你见过白云吗？没有。 2004年，我采访一个6岁的小女孩的时候，无论如何我都没想到，她所说的，就是我女儿可能会面临的一个世界。 Voici l'ensemble des journées de 2014 à Beijing. Je ne laissais pas sortir ma fille les jours de smog. Combien de fois ça s'est produit? Il y a eu 175 jours de pollution. Vous regardez dehors le matin, vous ne pourrez pas sortir parce que respirer sera impossible. Les gens commencent à dire « Non, ce n'est pas comme ça que doivent fonctionner la société et le monde ». La pollution de l'air est devenue un enjeu considérable en Chine. Les gens de la classe moyenne émergente, qui ont vu leur niveau de vie s'améliorer sur bien des plans, commencent à demander où ils peuvent acheter de l'air propre. Un jour, ma fille me demandera pourquoi je ne la laisse pas sortir. J'ai fait ce film pour répondre à ces questions. Qu'est-ce que le smog? Quelle en est la cause? Comment le combattre? Thousands surrounded the party headquarters in Ningbo, protesting against government plans to build a new multi-billion chemical plant. Le mouvement écologique est très dynamique à l'échelon local en Chine. De très nombreuses manifestations contre la pollution de l'environnement ont lieu dans différentes localités. Les pressions sont fortes sur le gouvernement pour qu'il adopte des politiques plus respectueuses de l'environnement. Non pas au nom d'un changement d'idéologie, mais pour répondre aux préoccupations de la population et aux pressions exercées par la nature elle-même. Les émissions chinoises de gaz carbonique ne cessent de croître. C'est un fait. Mais ce serait une erreur de croire que la Chine ne fait rien pour lutter contre les changements climatiques et qu'elle se sert de son statut de pays en développement pour justifier son inaction. Ce n'est absolument pas le cas. Quand on regarde les mesures prises par la Chine en faveur du climat, on constate qu'elles surpassent même celles des États-Unis. 3、2、1，起跑！
Si la Chine décide d'agir, elle en a la capacité sur le plan organisationnel. Il y a 10 ans à peine, elle produisait très peu de panneaux solaires. Aujourd'hui, elle est le premier producteur mondial de panneaux solaires. En très peu de temps, les panneaux solaires sont devenus extrêmement abordables. L'exportation de panneaux solaires par la Chine a grandement facilité l'accès à l'énergie solaire pour de nombreux pays. Dans la vallée solaire, 90% des immeubles fonctionnent à l'énergie solaire. Celle-ci fournit 95% de l'eau chaude. En Chine, il y a 20 ans, quand mes collègues et moi allions de ville en ville pour faire la promotion de l'énergie solaire, une bonne partie des Chinois n'avaient pas accès à l'eau chaude. Maintenant, grâce à l'énergie solaire, leur vie a changé. Ils disposent d'une nouvelle option. C'est parfois la seule option. La Chine est-elle donc un modèle en matière de lutte contre les changements climatiques? Certainement pas. Elle serait plutôt un champ de bataille. D'un côté, les panneaux solaires. De l'autre, le smog. On nous dit que la croissance est une machine qui se corrige d'elle-même. Il faudrait accepter de passer par une phase brutale, au cours de laquelle la Terre et les gens sont empoisonnés. Mais ensuite, tout cela cédera naturellement la place à un ciel pur et à de meilleures conditions de vie pour tous. Pourtant, il est clair que nous n'avons pas dépassé la phase de la pollution. Nous avons simplement déplacé la pollution. Le smog en Chine est produit en bonne partie par des usines qui fabriquent des biens destinés à notre usage à nous, occidentaux. La pollution y atteint maintenant un tel niveau qu'elle ne menace plus seulement la Chine, elle menace la vie sur Terre. Peut-être alors que ce n'est pas entre l'Orient et l'Occident que la bataille fait rage, mais entre nous tous et la logique de domination et de croissance à tout prix. Une lutte entre le capitalisme et le climat. Bonjour à tous. Très bien. J'espère que le petit déjeuner vous plaît. Il fait un temps splendide à Washington. Je m'appelle Joe Bast. Je suis président de l'Institut Heartland. Je vous souhaite la bienvenue à cette 6e conférence internationale sur les changements climatiques. Nous avons décidé de parler des changements climatiques après avoir constaté que le discours scientifique sur la question faisait l'objet d'une couverture sélective et biaisée, à notre avis, au profit d'un programme politique de gauche. Selon un sondage Gallup mené dans 111 pays en avril, la majorité des humains ne voit pas le réchauffement planétaire comme une menace sérieuse. Réjouissons-nous! Réjouissons-nous! La législation sur le climat est morte aux États-Unis pour longtemps. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui l'a tué? La science merdique! J'ai pris cette photo sur le site web d'Anthony Watts. La science merdique. On n'a pas besoin d'une thèse scientifique pour comprendre ça. La preuve est là. La vie était dure, brutale et brève quand nous vivions en harmonie avec la nature. La plus grande partie de l'espèce humaine a vécu comme ça jusqu'à la révolution de l'énergie fossile. Longue vie au charbon. Que Dieu bénisse le charbon. C'est l'un des choix énergétiques les plus moraux que le monde ait jamais connus. L'Institut Heartland est le chef de file mondial des organismes qui cherchent à discréditer les preuves scientifiques écrasantes du changement climatique. L'Institut a servi de tribune à certains chefs d'État et à des sénateurs américains. Il est financé par certaines des personnes les plus riches de la planète. À sa fondation, ce n'était qu'un groupe de réflexion parmi d'autres voué à la promotion de l'économie de marché. Puis, il a trouvé son créneau. Le développement durable est un concept marxiste. Ça n'a rien à voir avec l'idéal de vivre simplement en évitant le gaspillage. Il vise plutôt la redistribution de la richesse
et la prise du pouvoir par des bureaucrates non élus qui dirigeront nos vies. And my question is this: to what extent is this entire movement simply a green Trojan horse whose belly is full with red Marxist socio-economic doctrine? Si vous voulez plus d'arbres, utilisez du bois. L'utilisation du bois envoie au marché le signal que les arbres ont de la valeur. Si vous voulez plus d'éléphants, commercialisez l'ivoire. Le plus étrange dans tout ça, c'est qu'au fond, je pense que l'Institut Heartland a raison. Pas au sujet des éléphants, ni dans sa contestation des données scientifiques, mais à un niveau plus fondamental. Les groupes de réflexion derrière cette conférence ont consacré les 40 dernières années à promouvoir une version extrême du capitalisme. Nous la voyons à l'œuvre partout autour de nous. Tout en est imprégné. La déréglementation a libéré les entreprises qui peuvent parcourir la planète à la recherche de la main-d'œuvre la moins chère et de l'air le plus facile à polluer sans contrainte. Les gouvernements s'atrophient, la classe moyenne disparaît et les profits montent en flèche. Ce que les gens de l'Institut Heartland comprennent par conséquent, c'est que si les changements climatiques sont pris au sérieux, tout cela peut changer. Si c'était l'activité humaine qui causait le changement climatique, cela justifierait à peu près n'importe quelle intervention de la part du gouvernement. Il y a au moins un gouvernement qui approuve cette analyse. Et il ne s'agit pas de quelques minuscules bastions marxistes attardés. Et la population du pays ne vit pas dans des huttes de terre. Il s'agit de la plus puissante économie d'Europe. En Allemagne, l'État est intervenu à grande échelle. Il a dépensé des milliards pour aider les gens à construire dans tout le pays un très grand nombre de parcs éoliens et de générateurs solaires. Le résultat est l'une des transitions énergétiques les plus rapides de la planète. Aujourd'hui, 30% de toute l'électricité du pays est produite par des sources renouvelables. Les émissions de gaz carbonique diminuent et le chômage également. 400 000 emplois ont été créés. Tout cela ne s'est pas produit parce que le gouvernement a enfin vu la lumière. En fait, le gouvernement allemand continue de promouvoir l'austérité et les pratiques polluantes aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger. La cause du changement est ailleurs. C'est la population qui en a été le moteur. Les gens n'ont pas attendu qu'un leader leur montre la voie. Ils ont eux-mêmes pris les choses en main. Ils ont commencé par lutter contre l'énergie nucléaire. Après avoir gagné sur ce front, ils se sont mis à lutter en faveur de solutions de rechange. Peu à peu, ils ont réussi à changer le rapport de force. Des centaines de villes ont repris aux sociétés privées le contrôle de leur réseau électrique afin de le gérer elles-mêmes, souvent au moyen de coopératives démocratiques. Je ne peux pas m'empêcher de me demander quelles leçons il faut en tirer pour le reste du monde. Comment pourrions-nous importer chez nous cette révolution énergétique ? J'ai passé 6 années à explorer les dégâts causés par cette illusion vieille de 400 ans, selon laquelle nous pouvons traiter la nature comme une machine prête à nous obéir. Mais je vois maintenant s'installer un autre discours, basé sur une toute autre prémisse. Ce discours est en train d'émerger jusque dans les endroits les plus inattendus. L'impact environnemental de l'exploitation des sables bitumineux est totalement barbare. On n'a pas besoin d'y réfléchir longtemps pour se sentir directement responsable des problèmes de santé qui en découlent pour certaines personnes. Je ne préconise pas la fermeture immédiate des sables bitumineux. Loin de là. J'ai beaucoup trop d'amis dont les familles dépendent de cette ressource pour vivre. Par contre, je suis en faveur, comme la majorité de mes amis,
d'une transition graduelle vers une source d'énergie renouvelable. Ce qui est excitant dans cette idée, c'est que l'industrie de l'énergie renouvelable emploierait exactement les mêmes travailleurs que les sables bitumineux, des tuyauteurs, des chaudronniers, des électriciens. Avec une partie de l'argent qui se fait dans les sables bitumineux, on pourrait construire des éoliennes et faire fonctionner notre pays à l'énergie solaire là où c'est possible. Il n'y a absolument aucune raison valable de ne pas faire cette transition. Nous devons prendre très rapidement des mesures concrètes en tant que société. Nous n'avons pas le temps d'attendre en silence. En écoutant Liam, j'ai senti s'estomper les vieilles lignes de combat. Les emplois contre l'environnement, l'économie contre la planète. Mais tout comme en Allemagne, les gouvernements n'effectueront pas les changements nécessaires sans une très forte pression de ses citoyens. Partout dans le monde, les gens ne se contentent pas d'écrire à leurs politiciens en leur demandant poliment d'agir. Ils passent eux-mêmes à l'action pour exiger des changements. Sur les lignes de front, on appelle cette approche blocadia. L'idée est simple. Nous sommes au fond d'un trou, et avant que quoi que ce soit puisse pousser, nous devons arrêter de creuser. Pendant que les installations de forage et les pipelines quadrillent la terre, le réseau Blocadia fait de même, reliant entre elles les collectivités. Ce nouveau réseau de résistance fait obstacle aux routes de métal empruntées par l'énergie sale. Je remarque aussi autre chose. Les gens qui forment l'avant-garde de ce mouvement sont précisément ceux qui habitent dans les zones sacrifiées. Ils sont ceux que l'on considère depuis des centaines d'années comme quantité négligeable. Ils sont les gardiens du contre-discours. Si ce pipeline est construit, votre gouvernement continuera de contribuer à la mise à sac de la terre de mes ancêtres. Il promettra ensuite de nous rendre ce qui ne vous a jamais appartenu de toute manière. Ne soyez pas dupes de sa définition de la remise en état. La remise en état, elle est dans ma présence ici avec vous, les 99% de la population. Nous sommes ici pour dire que nous ne sommes jamais partis et que nous ne partirons jamais. Quand on voit des collectivités projetées sur la ligne de front parce qu'on les a mises devant un enjeu environnemental, politique ou économique, on assiste à une transformation incroyable. Ces collectivités deviennent plus fortes, elles résistent. Et on se dit, n'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas le genre de société que l'on veut? Bon, un dernier aveu. J'ai participé à un nombre incalculable de manifestations contre les changements climatiques. Qu'en est-il des ours polaires? Leur sort ne réussit toujours pas à me passionner. Entendons-nous, je ne leur veux que du bien. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que ce n'est pas d'abord pour eux qu'il faut mettre fin au changement climatique. C'est pour nous. On voudrait nous faire croire que nous sommes égoïstes, cupides, incapables de voir plus loin que le bout de notre nez. Mais nous pouvons être autrement, capables de prendre soin de la Terre et de nos semblables dans une saine vision de notre avenir. Les gens commencent à comprendre que le problème ne concerne plus seulement les Autochtones. C'est une bonne chose. Ils comprennent que du moment qu'on boit de l'eau et qu'on respire de l'air, ce problème nous concerne.
Les changements climatiques représentent un défi auquel on ne pourra pas répondre par l'improvisation ou des solutions simplistes. Il y a des limites. Il faut se réjouir de ces limites. Elles peuvent nous obliger à inventer un avenir différent. Voilà ce qui est en train de naître selon moi. C'est un mouvement qui établit le lien entre le carbone dans l'air et le système économique qui est responsable de cet état de fait. Ce mouvement est en train de prouver que les changements audacieux qui permettront de réduire nos émissions de gaz carbonique vont aussi nous permettre d'améliorer notre qualité de vie. En créant des emplois plus valorisants, en favorisant l'égalité entre nous et en éliminant la nécessité de sacrifier des zones de notre planète. Ce mouvement nous dit d'arrêter de croire que nous pouvons contrôler la nature, pour admettre que nous en faisons partie et que nous devons agir en conséquence. À mes yeux, cela n'a rien d'une perte. J'y vois plutôt une reconquête. Une question s'impose alors. Et si le réchauffement climatique n'était pas seulement une crise, mais aussi une occasion unique qui nous est offerte de bâtir un monde meilleur? Henry Redcloud m'a déjà dit, parfois il faut avancer à petits pas et parfois il faut courir aussi vite qu'un bison. Ce que la Terre nous dit en ce moment, c'est qu'on doit agir à la vitesse du bison.